Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 14 mars. Ce soir, la chasse au job d'été. Pas besoin d'être sur la côte ni même d'avoir forcément une voiture pour travailler. Dès le début de ce journal, on ira voir du côté des herbiers comment les plus jeunes se préparent à leur saison. Un nouveau week-end de soleil qui se profile, l'occasion rêvée pour travailler au jardin, mais attention à ne pas aller trop vite et à tomber dans le piège des plantations qui grillent avec les dernières gelées. Et puis rencontre avec Warren Sachs, le pianiste installé depuis 2001 dans le département, a notamment joué aux côtés de B.B. King. Il partage désormais son amour du jazz avec les Vendéens. Les vacances touchent bientôt à leur fin et déjà certains ont la tête tournée vers l'été. Pas pour trouver la prochaine destination de vacances justement, mais au contraire pour trouver un job. Quelques villes de Vendée organisent donc des forums pour faciliter les rencontres recruteurs saisonniers et ce, pas uniquement sur la côte. Pierre Dalicieux. Des employeurs qui sont présents, d'accord, pour vous proposer des emplois saisonniers. Des emplois saisonniers proposés à des jeunes du bocage vendéen, c'est l'objectif de ce job dating. 10 minutes pour convaincre, le plus souvent pour la première fois. Alors forcément, il y a un peu d'appréhension. Et oui, c'est stressant. Je sais pas tellement à quoi m'attendre en fait. La plupart de ces jeunes n'ont jamais travaillé. Cet été sera une première expérience professionnelle. Du coup, les CV sont peu garnis, mais peu importe. Les employeurs arrivent très vite à déceler ce qui leur semble intéressant. Des diplômes avec mention, c'est un centre un peu plus d'intérêt. Et puis après, c'est jobs, c'est loisirs, voilà. Comme là, on voit service, repas de mariage, baptême. Ça vous intéresse. On voit déjà qu'elle s'est impliquée. De l'implication, de la motivation, c'est bien ce que sont venus chercher ces employeurs de courte durée, entre 1 et 6 mois pour la plupart, et même parfois beaucoup plus. Dans l'entreprise, on est une dizaine, on a des employés, on prend des apprentis, et puis ici on déniche s'il y a un bon apprenti, s'il y a quelqu'un qui est compétent, qui est motivé, qui fait l'affaire, qui correspond à l'état d'esprit de l'entreprise. C'est évident qu'on va tout faire pour le garder, oui, tout à fait. En tout, une quarantaine de jobs sont proposés sur le secteur des herbiers, une quarantaine pour un peu plus de 200 jeunes. Première motivation financière bien sûr, mais pas uniquement. Je cherche des employeurs qui pourraient m'améliorer mon CV. Donc des personnes qui pourraient avantager ma réussite professionnelle. Chaque année en Vendée, plus de 20 000 postes saisonniers sont pourvus. 65% d'entre eux concernent des étudiants. Bienvenue. Et puis donc demain, c'est à La Roche-sur-Yon que vous trouverez peut-être votre job d'été 2014. Atelier CV, atelier entretien, conférences et rencontres avec des employeurs sont prévus toute la journée. Ça se passe à l'Espace Prévert à La Roche-sur-Yon donc. L'idée n'a pas encore été concrétisée, qu'elle est déjà abandonnée. Le Conseil constitutionnel a finalement décidé hier soir de censurer le registre national des crédits aux particuliers. Ce fichier qui devait lister toutes les personnes qui souscrivaient un crédit à la consommation et qui permettait donc aux organismes prêteurs de voir si le demandeur était en mesure de rembourser. Une démarche qui porte donc atteinte pour le Conseil constitutionnel au droit au respect de la vie privée. Une erreur pour l'association Crésus qui aide justement les personnes surendettées. Il vaut peut-être mieux, et c'est peut-être plus intelligent, d'accompagner ces gens. Et si le fichier positif avait été créé plus tôt, on n'en serait pas là. On n'aurait pas, nous, comme on en voit pratiquement chaque semaine, des dossiers avec, entre 9 et 17 crédits. Maintenant, Crésus, on veut continuer à militer, on veut montrer que ce fichier est d'une utilité majeure pour aider les autres. La Banque de France a d'ailleurs recensé l'année dernière 1800 dossiers de surendettement en Vendée. On n'a toujours aucune nouvelle du jeune homme tombé de son kayak il y a une vingtaine de jours maintenant à Tiffauges et dont le corps n'a jamais été retrouvé. La préfecture attend de nouveaux indices avant de relancer les recherches. Parents et proches lancent donc un appel aux bonnes volontés pour rejoindre les bénévoles qui quadrillent depuis les lieux de l'accident. Ils cherchent également du matériel de pêche qui pourrait sonder les profondeurs de la Sèvre nantaise. Vous pouvez les contacter au numéro qui s'affiche en bas de votre écran.
On se demande souvent à quoi sert l'Europe. Eh bien voilà du concret. L'Union européenne a adopté hier un texte qui oblige la création d'un chargeur universel d'ici à 2017. Le même câble pour les téléphones, les GPS et les tablettes, ce qui devrait permettre d'éviter d'accumuler les chargeurs à chaque fois qu'on change de portable. Mais c'est une obligation dont pourrait aussi s'affranchir Apple, comme elle le fait déjà depuis 2011 en gardant sa propre connectique sur les iPhones, ce qui représente quand même un quart des Français propriétaires de smartphones. Énième rebondissement à présent dans le dossier de Fagorbrandt. La crainte concernant la cession des marques fabriquées par le groupe se confirme. Le tribunal de commerce ibérique de Saint-Sébastien, comme l'État espagnol d'ailleurs, trouve que les 25 millions proposés par Cevital ne sont pas suffisants pour vendre Brandt, Dietrich, Sauter et Vedette. Résultat, la justice espagnole bloque la vente, ce qui n'est pour l'instant vraiment pas une bonne nouvelle pour les salariés français de Fagorbrandt, puisque sans ces marques, Cevital ne compte pas reprendre le groupe. Bref, la lassitude est plus que jamais de mise, y compris sur les sites d'Esnay et de La Roche-sur-Yon, qui n'intéressent pourtant pas le potentiel repreneur. Ça dure et ça avance jamais, alors on commence à en avoir ras-le-bol. Et malheureusement, avec ce qu'on entend, c'est tous les 15 jours, la date est repoussée de 15 jours. Et moi, je ne sais pas, j'ai le pressentiment qu'à la fin, ce n'est pas 450 personnes qui vont être licenciées, ça va être 1800 carrément. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une réunion, qu'on attend les infos, on sait pertinemment qu'ils vont encore nous repousser la date butoir. Et la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, ça repousse au 27. Donc voilà. Ça va s'arrêter quand, quoi? On saura quand ça va se terminer, comment ça va se passer, etc. etc. Enfin, c'est très difficile. C'est très difficile pour le moral des gens. Prochaine échéance prévue pour l'instant, donc pour les Fagorbrandt, vous l'avez entendu, le 27 mars, c'est le jour au cours duquel le tribunal de commerce de Nanterre devrait enfin examiner les offres de reprise, sauf si d'ici là, sauf si Cevital décide de jeter l'éponge à cause de ce blocage espagnol. On va ouvrir à présent notre page municipale avec ce soir Château-d'Olonne, ville de 13 500 habitants, où le maire sortant ne se représente pas. 3 listes sont engagées dans cette campagne électorale. Nous allons les découvrir par ordre alphabétique et nous allons entendre tout d'abord celle menée par Jean-Pierre Chapalin, d'Hiver Droite. On l'écoute, parmi ses priorités, il y a la jeunesse. Emploi, logement sont les 2 axes prioritaires de notre programme. Nous allons rapidement aménager les zones de la vannerie et du Vendéopole pour permettre aux nouvelles entreprises de venir s'y installer. Il est essentiel aujourd'hui que nous unissions nos efforts avec les Sables-d'Olonne à travers une ville nouvelle qui sera plus forte pour combattre le chômage et surtout plus économe pour préserver notre pouvoir d'achat. Nous allons également axer nos priorités sur le bien-être de nos aînés et nous allons renforcer la sécurité des biens et des personnes sur notre territoire. Deuxième liste, celle emmenée par Joël Mercier, sans étiquette, mais plutôt classé comme d'Hiver Droite. C'est le premier adjoint au maire sortant. On l'écoute, il développe les axes principaux de sa campagne. Tenir un cap d'investissement de 7,5 millions d'euros d'investissement, sans modifier pour autant la fiscalité de nos administrés. Dans les actions principales de ce programme, il est important pour nous aujourd'hui de valoriser et préserver le cadre de vie, de favoriser l'accès au logement pour tous et lutter contre l'isolement des défavorisés et également dynamiser l'économie. Enfin, dernier point qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est de préparer l'agglomération de demain. Et puis on termine avec Anthony Pitalier. C'est un jeune âgé de 28 ans et il entend lui représenter la gauche dans cette campagne. Écoutez, il présente sa vision de la commune du Château-d'Olonne. Moi, je veux réconcilier avant tout la population avec ses élus. Donc la démocratie participative est la première de mes priorités. Concerter, consulter les citoyens avant tout. Ensuite, c'est l'excellence environnementale. Aujourd'hui, aucun projet politique ne peut être crédible si on ne prend pas en compte la dimension environnementale, même au sein d'une commune. Parce que je pense que ce sont les pouvoirs publics qui doivent montrer l'exemple, donc aussi les municipalités. Et enfin, c'est le vivre ensemble, l'intergénérationnel. Je ne veux pas d'une ville cloisonnée, au contraire, je veux rassembler et unir toutes les générations à travers un projet commun. Alors voilà pour Château-d'Olonne et on clôture cette page municipale avec une autre ville, Noirmoutier-en-l'Île. Nous avions déjà entendu Noël Fauché et Arnaud Thibault, 2 têtes de liste engagées dans ces élections municipales. Ce soir, la 3e, il s'agit de Jean-Michel Laurence. Il se présente sans étiquette. On l'écoute.
Notre priorité, c'est œuvrer pour un mieux vivre à l'année en étant au service d'un territoire et de tous les habitants. Répondre enfin aux attentes. Quelles sont-elles? Notre commune doit loger ses actifs, être épanouissante pour ses jeunes, être bienveillante avec ses anciens, vivante hors saison, solidaire et enfin paisible au cœur d'une nature préservée. Ce sont les Noirmoutrins qui le disent, il faut les écouter. C'est ce que nous faisons car nous sommes comme eux. Votre week-end va peut-être être placé sous le signe du jardinage. Il faut dire qu'avec la météo des derniers jours, nous sommes nombreux à vouloir passer un petit peu plus de temps dehors. Mais attention à ne pas s'emballer. Si le printemps commence officiellement dans 6 jours, pas question de sortir tout de suite le grand jeu dans le potager et les jardinières. Grégoire de Châtillon. Il fait beau, vous êtes dans votre jardin, alors c'est le moment de le remettre au propre. Inspection générale, anticipation, organisation, mais attention aussi de ne pas vous précipiter. C'est sûr que ça donne envie de sortir les tondeuses et tout ça. Attention au terrain humide, on fera plus de dégâts, on va tasser, on va abîmer et ensuite on sera obligé, disons, de reprendre une partie du gazon, quoi. Vous pouvez préparer la floraison de votre jardin en semant des bisannuels, des vivaces et même encore des arbres et des arbustes en container. Le mois de mars est aussi le mois idéal pour amender vos jeunes plantations. Dès le mois de mars, on peut déjà faire le premier apport, notamment donc en griffant un peu la terre et en apportant en surface un engrais complet, sachant qu'il faudra le renouveler aussi donc durant la saison, donc mettons juin et une autre fois juillet, août. Pour avoir de belles plantes. Question taille, il est encore temps ce mois-ci de tailler ces rosiers en commençant à couper court le bois mort. Ensuite, on va chercher à supprimer tout le petit bois ou les jeunes pousses, disons, qui ne sont pas belles, tout en aérant, disons, le centre de la plante et garder un équilibre. Une pratique indispensable pour avoir de belles roses. Même chose pour l'hortensia, on ôte le bois mort et on aère de l'intérieur. Tout ce qui est fleurs, fanées, de toute façon, déjà puise inutilement la sève de l'hortensia. Le bananier est devenu presque commun chez nous, c'est le moment de le nettoyer. Donc on va simplement venir couper les feuilles qui ne sont pas belles. Un pur travail esthétique pour ne garder que le vert. Greffé, divisé, marqueté, bouturé aussi au mois de mars. Pour l'assiette, plantez maintenant vos fraisiers et patates et ne tardez pas à semer carottes, radis, choux-fleurs, poireaux, betteraves et salades. On ouvre maintenant l'agenda des sports avec vous, Aurélien Huard. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Et on va donc commencer avec de la voile et la solo Maître Coq. Oui, puisque l'arrivée est prévue demain, alors c'est compliqué de savoir exactement quand. Fin de matinée, début d'après-midi, en raison de vent assez faible. Le parcours a dû être raccourci pour que l'arrivée ait bien lieu samedi. Pour l'instant, on a 3 skippers qui mènent la course, 3 favoris, Yann Eliès, Jérémy Bayou et Thierry Chabagny. On va passer au football maintenant avec des matchs de CFA et de CFA2. Oui, puisqu'en national, on joue ce soir. Le Poiré accueille Bourg-Péronas et Luçon se déplace à Vannes. En CFA, Fontenay, qui n'est plus gagné depuis le 30 novembre, soit 7 matchs sans victoire, aura l'occasion de retrouver le goût du succès samedi sur sa pelouse face à Vitré, 5e au classement. Les Fontenaisiens sont 12e, mais avec 2 matchs de moins que les Bretons. Et puis en CFA2, la réserve du Poiré survit, bien positionnée en haut du classement, reçoit Châtellerault, 11e, coup d'envoi samedi à 18h. Alors si on mélange le football avec le tennis, ça nous donne du tennis-ballon et peut-être un premier titre ce week-end pour le club d'Olonne-sur-Mer. Oui, le tennis-ballon olonnais, qui est champion de France en titre de tennis-ballon, accueille ce week-end les demi-finales et la finale de la Coupe de France combinée de tennis-ballon. Samedi, les Olonnais affronteront les Corses de Corté en demi-finale. L'autre demi-finale opposera Nantes à Émérinville. La finale aura lieu dimanche à 14h. On passe au basket à présent, en National 2 masculine et en Ligue 2 féminine. En Ligue 2, La Roche-sur-Yon poursuit sa route vers le Final Four. Actuellement 2e du classement, les Lyonnaises pourront faire un pas de plus vers cette phase finale du championnat en cas de victoire face au Pays d'Aix, 11e. Et puis chez les hommes en N2, Chaland, leader de sa poule, est assuré de terminer premier et recevra l'équipe 2 de Pau-Orthez. Les Palois, 2e au classement. Du côté de Luçon, match très important dans la lutte pour le maintien entre le Luçon Basket Club, 10e, et Pornic, 12e. Alors match important aussi dans l'optique du maintien pour les handballeurs des Olonnes et puis un derby vendéen chez les filles. Oui, en National 2 de handball, l'équipe des Olonnes serait quasiment assurée du maintien en cas de victoire face à Limoges samedi soir. Les Olonnais actuellement 10e et premier non relégable avec 5 points d'avance sur Limoges,
premier relégable. Et puis en National 3 féminine, derby vendéen, en effet, samedi soir, entre deux équipes aux objectifs complètement différents. Les Herbretaises, actuellement 10e sur 12 et donc relégables, devront créer l'exploit face aux Lyonnaises, leaders de leur poule et qui visent logiquement la montée en N2. Alors l'objectif maintien, c'est un petit peu l'expression du week-end parce que c'est le cas également pour l'équipe féminine de tennis de table de Beaufou. Oui, l'équipe première de Beaufou qui évolue en National 1. Il reste 3 journées à disputer. Les Meillerettes ont encore besoin de points pour obtenir ce maintien. Samedi, elles reçoivent Étival-Rang, co-leader et encore invaincu. Les matchs débuteront à 17h. J'ose à peine vous demander où c'est en fait Étival-Rang. Alors là, je crois que c'est du côté de Rang-l'Étape. C'est une association de clubs. Voilà, Rang-l'Étape. Bon, eh ben, voilà. Très bien, c'est noté. On va terminer cet agenda avec de la course à pied du côté de Pouzauges. Avec la 9e édition du Trail Pouzauget qui propose de la course à pied, mais aussi de la marche nordique. Marche nordique qui débutera à 8h30. Il y aura ensuite, à partir de 9h30, 2 courses adultes de 12 km et de 25 km, et aussi 2 courses enfants, des courses nature, avec un parcours composé de chemins, de sentiers et de sous-bois. On sent que le printemps revient et que l'agenda s'épaissit, Aurélien. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment donc lundi soir avec 85 chronos. Et lundi, vous allez nous parler de quoi ? De karaté, notamment avec les invités du Fontenay Karaté Shotokan, qui est encore bien représenté au niveau national cette saison. Eh bien, c'est noté à lundi soir. On va terminer ce journal en musique. Depuis quelque temps, le pianiste Warren Sachs a élu domicile à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles, où il a passé une partie de son hiver dans le bar jazz des Alizés. Cyril Guillet. Ici Warren Sachs est un peu comme chez lui. Aujourd'hui, ce Vendéen d'adoption pose définitivement ses valises à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À 6 ans, c'est déjà le piano qui le passionne et c'est l'accordéon qui lui sera imposé. Il renoue avec son premier amour à 11 ans et se trace un véritable chemin spirituel musical qui l'amène à côtoyer les plus grands. Il y a eu quelques moments fatidiques à 19 ans, première partie de B.B. King, Festival de Carthage, des choses comme ça. J'ai reçu des cadeaux de ces musiciens qui ont fait l'histoire alors que moi je ne suis pas grand-chose. Et quand je peux redonner ce cadeau-là, même à petite échelle, je le redonne comme je peux. Je revendique toutes mes sources, mes inspirations depuis que je suis môme, c'est-à-dire ça part de Bach à la pop anglaise. Et je suis arrivé après, au début de l'adolescence, au jazz par la porte. La petite porte, c'est-à-dire que j'ai fait le chemin inverse. Je suis parti de groupes comme Weather Report, Frank Zappa, qui m'ont amené au jazz. Et en fait, je suis parti de la fusion et du jazz rock, qui était presque rock, pour aller découvrir le jazz là d'où il venait. Une fois par mois, pendant tout l'hiver, Warren Sachs a investi le bar des Alizés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un échange avec le public et une proximité unique dans un lieu tout aussi singulier. Il y a un club de jazz, il y a un lieu qui est référencé de jazz en nord-ouest Vendée, c'est les Alizés, c'est Nicole Leroux, c'était aussi son mari, Jean-Luc Leroux, qui avait fondé le festival de jazz. En 1985, ils ont monté les Alizés et Nicole et Florence sont des personnes authentiques, identifiées, aimant le jazz, aimant les artistes. Et donc je pense qu'on a une vraie connexion de respect mutuel. Et c'est ce genre d'histoire que je cherche et que j'aime de toute façon. Samedi prochain est conclue sa série de concerts hivernales aux Alizés. À l'affiche, le big band fusion composé de Yanis Peduzzi à la batterie et de Warren Sachs au piano. Autre invité, Aurélie Bonamy qui assurera le deuxième clavier. Alors effectivement, pour écouter Warren Sachs, rendez-vous demain soir à partir de 21h15 aux Alizés sur le port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis comme on n'arrête pas le progrès, je vais revenir un instant sur l'agenda des sports et je vous confirme que Rang-l'Étape, ça existe bien et c'est même du côté des Vosges. 2 mots de météo avant de partir en week-end. La météo de la Vendée, pas celle des Vosges. Demain samedi, journée un petit peu moins grise que prévu, notamment dans le sud Vendée du côté de Fontenay-le-Comte où le soleil devrait vraiment briller dès le matin. Les températures restent, elles, de saison. Dimanche, retour d'un franc ciel bleu sur tout le département. Il fera même un petit peu plus chaud. Et puis, nous devrions avoir droit à un nouveau lundi au soleil. Le bulletin complet, c'est évidemment dans un instant avec Armelle Pavageau.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment lundi, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon week-end à vous tous sur TV Vendée et à lundi.